Bonjour à tous, bienvenue au siège de la France Insoumise. Cette semaine, pour le 53e épisode de L'Aubry qui court, on est venu le tourner au siège de la France Insoumise, le nouveau siège, vous faire un peu découvrir les coulisses de la campagne présidentielle. Et on a un agenda assez chargé pour cet AQC. D'abord, vous dire un mot, c'était la session plénière cette semaine à Bruxelles. J'y étais évidemment et j'ai interpellé la Commission européenne sur son fiasco de la gestion de la stratégie vaccinale. Une intervention qui a fait maintenant presque 2 millions de vues, donc merci à vous tous de l'avoir partagé et relayé. N'hésitez pas à continuer à la relayer. Et cette semaine, on va continuer à se parler de fiasco, mais d'un autre fiasco, celui de la gestion économique et sociale, avec un scandale, OpenLux, comment les riches français s'en vont juste à côté, au Luxembourg, et le fisc est incapable de les trouver. On se demande bien pourquoi. Ensuite, on va se parler du quoi qu'il en coûte, ou plutôt de la fin du quoi qu'il en coûte et de l'épée de Damoclès de la dette. Autant dire qu'ils vont essayer de nous faire payer la crise. Et enfin, pour notre coin des lobbies, comment le CAC 40 essaie de torpiller la Convention climat. Allez, c'est parti, générique. Je vais commencer par vous emmener dans un pays super exotique et super loin de la France, le Luxembourg. Alors désolé pour tous ceux qui seraient déçus pour leur rêve de vacances, mais en tout cas c'est l'Eldorado des plus riches, c'est ce qu'a révélé le dernier scandale qui s'appelle OpenLux. Et la conclusion est assez simple, les Français sont les premiers à aller se réfugier au paradis fiscal du Luxembourg. On y trouve 37 des 50 familles les plus riches. On y trouve aussi 17 000 entreprises domiciliées par des Français. Et on y trouve enfin plus de 100 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, c'est 4% du PIB français, une sacrée manne financière qu'ils sont allés chercher juste de l'autre côté de la frontière. Et on va nous dire que le fisc français n'a pas les moyens. Bon, si besoin, on peut leur offrir un petit billet de train juste pour aller au Luxembourg. Je pense que même moi, je suis prête à prendre sur mon indemnité du Parlement européen pour leur payer ce petit déplacement. Et tout ça illustre à quel point l'évasion fiscale est encore un problème organisé depuis l'Union européenne. Il y avait eu un premier scandale c'est il y a de ça à peu près 6 ans, pour vous dire, moi c'était le moment où je venais d'arriver à Oxfam. Et à ce moment-là, c'était le scandale qui s'appelait LuxLeaks. C'était comme si on découvrait le problème de l'évasion fiscale au Luxembourg. En réalité, ceux qui travaillaient dessus depuis des années savaient le rôle que jouait le Luxembourg. Mais soit on pouvait dire qu'on découvrait. 6 ans plus tard, en fait, c'est comme si rien n'avait changé. Le Luxembourg est le pays modèle qui offre tous les dispositifs d'optimisation fiscale les plus imaginatifs et le tout juste de l'autre côté de la frontière et au plein milieu. En plus, c'est littéralement sur la carte de l'Union européenne, c'est en plein milieu. Et ce scandale à lui seul justifie tout mon combat au Parlement européen contre les paradis fiscaux. Il y a quelques semaines de cela, je vous en avais déjà parlé, j'avais déposé un amendement pour nommer spécifiquement le Luxembourg comme un paradis fiscal. Et devinez qui l'a refusé? La République en marche et les Républicains. Et rien qu'avec leur voix, des députés français, cet amendement serait passé. Et comme dirait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et en réalité, c'est ce que fait le gouvernement et la Commission européenne en se voilant la face sur le rôle que joue le Luxembourg dans ce pillage. On a été interrogé à l'Assemblée nationale cette semaine. Non, c'est ta lumière. Ah merde! T'as plus de batterie, donc faut que je sois très rapide. Donc 1, 2, 3. Non, c'est bon. Je descends un panneau. On voudrait pas... On veut pas t'embêter, mais si... Ouais, on veut... personne qui travaille avec. 1, 2, 3. Et comme dirait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et en l'espèce, c'est exactement ce que font le gouvernement français et la Commission européenne en se voilant la face et en refusant d'appeler un chat, et en l'occurrence le Luxembourg, un paradis fiscal. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a été interrogé cette semaine à l'Assemblée nationale sur le scandale OpenLux et en gros il a dit quoi, comment, de quoi vous me parlez, bref, c'était comme s'il était même pas au courant d'un énorme scandale d'évasion fiscale alors qu'il est ministre de l'économie. Bon, il y a quand même de quoi se poser des questions. Et pourquoi tout ça est important? Évidemment, il y a une question de justice.
Si vous et moi on paye nos impôts, il n'y a pas de raison que les plus riches ne payent pas leurs impôts. Mais surtout, les conséquences de l'évasion fiscale, elles sont massives. Et elles sont au moins doubles. La première, c'est que quand les plus riches ne payent pas leur juste part d'impôts, en réalité, il faut bien que l'État y récupère de l'argent. Et cet argent, il va le récupérer dans la poche des plus pauvres, dans vous et moi. Nous, on n'a pas de compte au Luxembourg, on n'a pas de compte en Suisse, on n'a pas d'entreprise en Irlande. Et donc, ils vont augmenter les impôts comme la TVA et la CSG. Et la deuxième conséquence, c'est que, en même temps, ils vont récupérer de l'argent, mais ils vont pas réussir à récupérer tout l'argent perdu. Et cet argent-là, il va manquer après pour les services publics, il va manquer pour financer nos hôpitaux, nos écoles dont on a cruellement besoin en ce moment et qui plus est en plein temps de pandémie. Alors s'il y a une leçon à retenir de ce scandale d'évasion fiscale, c'est que de l'argent, il y en a, mais il est dans la poche des évadés fiscaux et nous, on est bien déterminés à aller le chercher. Au lieu d'aller chercher l'argent dans les paradis fiscaux, ce que veut faire le gouvernement, en réalité, c'est nous faire payer la dette. Vous l'avez peut-être vu, c'est un débat qui monte ces derniers mois. Et le gouvernement, d'ailleurs, l'annonce à chaque fois qu'ils vont sur les plateaux télé. Ils nous disent la dette, il faudra la rembourser. On peut pas avoir de créance à vie. Une dette, c'est normal, ça se rembourse. D'ailleurs, c'est exactement le même discours qu'a tenu aussi Roux de Bézieux, le président du BNF, cette semaine sur Inter. On voit l'alliance objectif de la République En Marche et du MEDEF. Et puis, on a aussi le ministre des Comptes Publics, Olivier Dussopt, qui nous dit « c'est la fin du quoi qu'il en coûte ». Comprendre, le gouvernement va fermer les robinets et il va falloir rembourser tout ce qu'ils ont sorti et rubis sur l'ongle, vous et moi, tous les citoyens français. Sauf que il faut être clair pour savoir de quoi on parle. En réalité, la dette, c'est 2700 milliards d'euros. 2700 milliards d'euros, c'est colossal. Pour vous donner une idée, s'il fallait la rembourser en l'état, il faudrait que notre budget annuel soit excédentaire de 10 milliards d'euros, ce qui n'arrive jamais, soyons très clairs. Et même si c'était le cas, il faudrait 270 ans pour la rembourser. Vous imaginez à quel point c'est impossible. Et derrière, les sacrifices qu'ils commencent déjà à nous demander. Prenez votre feuille de paye, par exemple, vous allez peut-être remarquer, il y a une petite ligne, personne ne sait ce que c'est, qui s'appelle la CRDS. C'est un impôt que tout le monde paye, milliardaires comme très pauvres. Et cet impôt-là, il devait s'arrêter. Et comme par hasard, ils l'ont continué jusqu'en 2042, justement pour rembourser la dette. Alors, avec la crise économique et la crise sanitaire que nous vivons, il y a quand même une brèche qui s'est ouverte. Les États, tous les uns après les autres, ont largement augmenté leurs emprunts et se posent la question, est-ce qu'il faut rembourser la dette Covid? Eh bien nous, on la pose sérieusement, cette question, parce que ça pèse comme une épée de Damoclès sur nos épaules. Et c'est pour ça que déjà en 2017, on disait que il faudra faire une audit des dettes pour les restructurer. Et puis, dès le début de la crise sanitaire, on a alerté, on a fait une tribune avec Jean-Luc Mélenchon dans Les Échos, où on a alerté sur le rôle que va jouer la dette et la nécessité d'annuler la dette Covid. On a déposé une motion de résolution à l'Assemblée nationale. Et puis, au Parlement européen, on se bat systématiquement pied à pied. Moi, je me bats dans la Commission des affaires économiques et monétaires pour poser le débat de l'annulation de la dette détenue par la Banque Centrale Européenne. Parce qu'il faut savoir que la Banque Centrale Européenne détient 25% de la dette française et qu'elle pourrait l'annuler puisque la Banque Centrale Européenne est la seule qui a le pouvoir de ce qu'on appelle de création monétaire, de la planche à billets si vous voulez. Et donc, elle pourrait, si vous voulez, dans ses livres, annuler, rayer cette dette. Évidemment, il ne s'agit pas de toute la dette, mais celle qui est détenue par la Banque Centrale Européenne. D'ailleurs, cette semaine, on a déposé des amendements au Parlement européen, comme par hasard, rejetés par la droite, les libéraux, même quasiment tout le groupe socialiste au Parlement européen, comme si en fait, ils ne voulaient pas qu'on pose le débat de la politique monétaire. Et la première qu'il dit, c'est Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui s'est un peu inquiétée du débat qui est monté et qui a fait grand renfort d'opérations de communication ce week-end. Elle a fait BFM, une grande interview dans le JDD, et elle nous dit en gros, non, c'est pas possible d'annuler la dette, c'est pas possible juridiquement, pas possible économiquement, et puis ce serait en gros la fin du monde. On imagine une pluie de météorites si jamais on annulait la dette. Bon, déjà, ça s'est fait dans l'histoire et le monde n'en est pas mort. Hein. En 1953, on a annulé la dette de l'Allemagne et ça s'est très bien passé. Et je pense que les circonstances exceptionnelles d'aujourd'hui méritent qu'on ait le débat. Et puis surtout, j'ai envie de dire à la Banque Centrale Européenne, qui vous êtes pour décider? Quelle est votre légitimité démocratique? Et le fond du débat, c'est comment on peut reprendre
le pouvoir qui doit nous incomber sur la politique monétaire. Pourquoi? C'est juste quelques banquiers qui décident à la place des élus du peuple. On est un des seuls endroits au monde où on ne peut pas débattre du rôle que doit jouer la politique monétaire. Alors je me réjouis que le débat soit enfin sur le devant de la scène. Vous avez peut-être vu, la semaine dernière, il y a eu une tribune de 150 économistes qui plaident pour l'annulation de la dette détenue par la Banque Centrale Européenne, ce qu'on défend nous depuis des mois et des années. Et puis surtout, je pense que c'est une brèche qui est ouverte pour reprendre le contrôle sur la politique monétaire, mais aussi pour ce que je dirais définanciariser le financement des États. Ça paraît un peu jargon comme ça, mais l'idée c'est qu'on soit plus dépendant des marchés financiers, qu'on soit plus dépendant des banquiers, et qu'on a un système de financement de l'État, comme ça a été le cas d'ailleurs dans les 30 Glorieuses, y compris en mettant nous-mêmes l'État à contribution directement. Et c'est une bataille indispensable qu'on va continuer à mener dans les prochains mois et qui doit se mener de concert avec une politique fiscale redistributive. En gros, pour moi, il faut un peu marcher sur nos deux jambes. D'un côté, on doit annuler la dette Covid et permettre de réemprunter auprès de la Banque Centrale Européenne pour faire des investissements notamment sociaux et écologiques. Et puis de l'autre, il faut une politique fiscale redistributive qui permet de redistribuer les richesses entre les plus riches et les plus pauvres et de financer aussi nos services publics. Et c'est seulement cet équilibre entre les deux qui nous permettra d'avoir une politique économique juste et de sortir de la crise économique que l'on vit à l'heure actuelle. C'est un peu le sens de la tribune que j'ai sortie cette semaine dans Libération et que je vous invite à partager, qui, je pense, une position d'équilibre dans tous les débats qui animent la gauche en ce moment sur cette question de la dette et qui est le combat que moi je vais continuer à porter dans les prochains mois, parce que à tous les tenants de l'austérité et à tous les prêcheurs d'inégalité, eh bien, on vous dit qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles et nous, on va continuer à se battre. Bon, on a déplacé notre coin des lobbies au siège de la France Insoumise. Et là, on a une petite boîte en mode Startup Nation. Et dans ce coin des lobbies cette semaine, on a un Macron qui est, une fois de plus, a cédé au lobby pour rogner toute ambition écolo. Bon, déjà, Macron nous fait croire qu'il a rempli ses objectifs climat, mais assez facile, il les a baissés, quoi. C'est comme si votre objectif, c'était plus d'avoir 20 sur 20, mais 10 sur 20, et donc si vous avez 10 sur 20, c'est facile à l'atteindre. Mais du coup, c'est dans ce contexte que va se dérouler les discussions à l'Assemblée nationale sur le projet de loi sur la Convention climat. Il a fait un peu pareil. Il avait mis des objectifs initiaux, puis il les a changés. D'abord, c'était les 150 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Vous vous souvenez, au début, il a dit qu'il n'avait que 3 jokers. Bon, au final, il a tellement de jokers que je pense qu'il serait prêt pour jouer au poker, parce qu'il reste plus grand-chose des propositions de la Convention citoyenne sur le climat. C'est une véritable hécatombe, et surtout, c'est toutes les mesures et les propositions les plus contraignantes et les plus structurantes, je dirais, qui ont été écartées. Je peux vous donner quelques exemples. L'interdiction de la publicité, des lignes intérieures, de la construction de nouveaux aéroports, des véhicules polluants, pas d'investissement dans le ferroviaire, des conditionnalités sur les aides publiques, l'obligation de la rénovation des logements, les surfaces artificialisées, les élevages agro-industriels, bref, toutes ces belles promesses sont passées à la trappe, et il y a une raison principale pour laquelle elles sont passées à la trappe, c'est parce qu'elles sont passées au rouleau compresseur des lobbies qui ont été hyper actifs et peut-être comme jamais sur ces propositions. Au début, les lobbies avaient sous-estimé, je crois, le travail de la Convention citoyenne sur le climat, et puis quand ils ont vu le sérieux, la crédibilité, et puis surtout à quel point elles étaient structurantes, ces propositions, ils s'y sont attaqués de manière frontale. Alors, on a eu toutes sortes de lobbies qui y sont intéressés. On a 40 millions d'automobilistes, par exemple, qui, sur les propositions de la Convention citoyenne, je crois que c'est un de mes préférés, ils ont parlé, je cite, d'élucubration écologique extrémistes. On rappelle que ce sont des gens tirés au sort, absolument pas des écolos fervents qui ont fait ces propositions. Et puis on a eu aussi des think tanks qui s'en sont mêlés avec l'Institut Montaigne, on rappelle à quel point ils sont de droite, qui a commandé un sondage pour dire que ces propositions sont inutiles. Et quand on fait la liste, on a quasiment tous les cabinets de lobbying parisiens qui ont travaillé sur ce dossier. On a par exemple le cabinet Bourri,
Taillon, vous le connaissez peut-être pas, mais dans la place parisienne des lobbies, il a son poids. Il a démarché les parlementaires pour dire à quel point ses propositions sont complètement incongrues. On a aussi eu des blocages du côté de la haute fonction, dans la haute fonction publique, parce que si on regarde même les consultations officielles qui ont été menées, en réalité, les ONG ont été assez peu consultées si on compare par rapport aux gros lobbies, notamment dans le secteur aérien et le secteur aéronautique et automobile, qui eux étaient quasiment, ils avaient leur siège doré à l'Élysée et auprès du ministère de l'écologie. Bref, je crois que tout le monde est d'accord sur le résultat. Il y a eu une grosse enquête de Bastamag et de l'Observatoire des multinationales que je vous invite à regarder, mais je sais qu'il y a pas mal de médias qui ont écrit aussi sur le sujet. Il y a une conclusion, c'est que les lobbies ont remporté la partie. Que les lobbies se sont invités en fait à l'Élysée et au ministère de l'écologie et ont fait la loi à la place de la Convention citoyenne sur le climat et à la place des citoyens. Et que ça se passe quasiment comme à chaque fois depuis l'élection d'Emmanuel Macron, où on a un pouvoir politique extrêmement faible par rapport au lobby. Et donc, pour moi, il y a une leçon principale à retenir de ça, c'est que notre combat contre les lobbies, il est central si on veut mener la bataille écologiste. Si on veut changer nos modes de production, nos modes de consommation, alors il sera indispensable qu'on chasse les lobbies des lieux de pouvoir, qu'on encadre la manière dont ils sont consultés et qu'on reprenne le pouvoir qui est le nôtre, qui est un pouvoir citoyen contre les lobbies, parce qu'il y en a marre que quelques-uns fassent la loi à la place du plus grand nombre. Je ne pouvais pas terminer cet épisode de Le Bruit qui court au siège de la France Insoumise sans m'asseoir dans le fameux « haut maintenant » du « Nous sommes pour ». Moi aussi, je me suis posée comme Jean-Luc se pose ici. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez un peu aimé cette visite virtuelle du siège de la France Insoumise. Pour la petite anecdote, quand on est arrivé là, on s'est foutu de notre propre gueule en disant « Waouh, on est une start-up nation maintenant ». Prenez soin de vous. Nous, la semaine prochaine, c'est une semaine sans activité parlementaire pour faire un peu de travail de fond. Et c'est bien. Et surtout, on vous réserve une petite surprise. Alors, on vous l'avait annoncé pour cette semaine, mais la semaine prochaine, vous l'aurez vraiment. Ce sera le lancement de notre campagne Qui commande. Je vous en dis pas plus, mais vous aurez une petite surprise la semaine prochaine. On allait défier les géants de verre et d'acier à la Défense, nos grands de ce monde du CAC 40. Et puis en attendant, vous aurez un premier teaser de cette campagne avec une déclaration d'amour pour la Saint-Valentin. Oui, oui, j'ai pris ma plume, donc rendez-vous pour ce 14 février à la Saint-Valentin. Vous verrez à qui je déclare ma flamme. Allez, prenez soin de vous, à très vite. Et ouais, je sais pas quoi faire. Ah, putain, merde. Cette semaine, attends, on est le combienième épisode? 53? Ouais. 53 ou 54? Ouais, 53. Ah oui, au bout à gauche. Ça y est, vous faites encore n'importe quoi. Bah oui. Je pouvais pas ne pas terminer. Je pouvais pas ne pas, ça marche pas. Je pouvais pas. Je ne pouvais. Attends, je me suis assis au mauvais endroit.